Dans le point sanitaire du jour, un nouveau décès est à déplorer, ce qui porte à 283 le nombre de morts depuis le 9 septembre. 626 nouveaux cas positifs ont été confirmés au cours de ces dernières 24 heures, ce qui porte à 16 626 le nombre de cas positifs confirmés depuis le 6 septembre. Le taux d'incidence cumulé sur 7 jours continue quant à lui d'augmenter, passant de 705 à 848 pour 100 000 habitants. Bonjour madame. On est arrivé dimanche en avion. Ok, donc tu es à J2. Exactement. Ça marche, il me faut ton passeport, ta date de naissance. 22-10-90. Est-ce que tu es bien en septaine? Oui. Pas de symptômes particuliers? Non. 2 personnes dédiées uniquement au prélèvement et aux saisies informatiques, il n'en faut pas moins pour venir à bout chaque jour d'une file d'attente qui s'allonge. Dans cette pharmacie, comme dans les autres, il a fallu revoir l'organisation face à l'affluence des personnes devant se faire dépister. Il y a une file d'attente à peu près jusqu'au bout et on essaie de faire au plus vite, mais des fois l'ordi bug, des fois il y a des grandes vagues de gens qui arrivent. C'est un peu compliqué. On est à combien à peu près de tests Hier après-midi, entre 14h et 17h30, on était à 152. Donc à peu près entre 200 et 300 à la journée. Depuis qu'on a employé une nouvelle personne pour faire les tests, c'est plutôt fluide, que ce soit au test ou à la pharmacie. Et c'est vrai qu'on a été débordés au tout départ quand l'organisation était mal huilée. On avait soit beaucoup de personnes qui venaient pour les tests et du coup nos patients ne pouvaient plus se garer à la pharmacie, soit l'inverse. Donc ça pouvait générer des tensions au niveau de l'attente. Donc aujourd'hui, on a essayé de trouver la meilleure organisation pour justement gérer la frustration des gens et essayer de répondre au mieux à leurs attentes. Et rien de très spécial. Ah, c'était pour vraiment te dire que tu l'avais plus? Oui, par rapport à mes parents. D'accord, bon écoute, on va tester et puis on va voir si c'est encore là. D'accord. C'est ok pour moi. C'est bon. Bonne journée. T'as pas attendu trop longtemps avant de te faire tester, ça va Franchement, ça va. Je suis revenue la dernière fois, j'avais fait 1 heure de queue. Là, on n'a pas fait beaucoup. Le rôle des personnels pratiquant les tests de dépistage ne s'arrête pas au prélèvement. Ils doivent également déterminer pour chaque patient s'il rentre dans les critères du dépistage et surtout informer les personnes testées positives de la marche à suivre. Depuis lundi, les consignes ont changé. Du coup, on se met à jour afin qu'on puisse donner les bonnes informations aux personnes, au niveau administratif surtout. Après, pour tout ce qui va être au niveau des symptômes, ça reste toujours la même chose. Entre 10 et 15% des tests sont demandés pour des passes sanitaires, 20 à 30% pour des retours de voyage et le reste concerne les cas contacts et les personnes symptomatiques. Une part qui a beaucoup augmenté sur le mois de janvier. La Nouvelle-Calédonie accro aux investissements extérieurs, en tout cas la dépendance du pays aux flux financiers étrangers s'est accentuée en 2020. C'est ce que nous apprend le nouveau rapport de l'IEM sur la balance des paiements. Les crises successives de 2020 ont grossi le trait d'un déficit structurel. D'abord, la crise sanitaire qui a interrompu le tourisme, ensuite la reprise de l'usine du Sud qui a freiné la production et donc l'exportation de nickel. Les versements publics restent importants, plus de 147 milliards en 2020, auquel il faut ajouter le prêt AFD de 28 milliards, presque entièrement consommé durant l'année. Dans le privé, les flux financiers ont été moins importants. D'un côté, les métallurgistes ont moins sollicité leur soutien. Les Calédoniens qui investissent à l'extérieur, principalement sous forme d'achat immobilier, ont divisé par 2 leurs placements. Le bilan 2021 ne devrait pas être plus avantageux pour le pays avec la crise sanitaire qui perdure. Elle est devenue la star des touristes qui visitent les plages du sud de Lifou. Impossible de la rater depuis la route du littoral. Semblant flotter sur son rocher, elle défie les lois de l'apesanteur et évoque le château dans le ciel de Miyazaki. À l'origine de cette maison extraordinaire, construite entre 2006 et 2009, il y a Georges Streeter et sa famille. C'était déjà là le caillou. À l'endroit où il y a les racines des bagnons, on montait là-haut. C'était bien joli, puis l'idée elle est venue comme ça de faire une maison dessus. La rampe de montée, ça part d'en bas, ici, à l'arrière de la maison. Je suis avec 2 cousins qui m'ont aidé, qui sont des bons maçons. Wario Denis et puis Sio Philippe. Et pour la charpente métallique, c'est un gars qui reste avec une nièce, un gars de Saint-Louis. Raphaël Nemodjou, c'est lui qui a tout soudé la terrasse et puis la rampe de montée.
Pour dire qu'on n'a pas besoin de faire des grandes études, c'est à l'œil. Puis on sait que si ça ne va pas tenir ici, ben, il faut renforcer, puis c'est tout. Ben, mon cousin, là, s'il me regarde, ben, il a compris ce que c'est quand on a fait le ferraillage. Ben, il fallait faire pour bien tordre les bouts de fer, pour aller mettre des tiges droits comme ça, il faut rabattre, bien attacher, puis voilà. La dalle, les poteaux, on a fait là-haut. Tout ça, on a fait une seule fois, puis on a coulé une seule journée. On a terminé à 20h le soir, 20h30. Avec au moins 30 jeunes que j'ai pris dans la tribu pour donner la main pour monter les sauts de béton, tout. Tout le monde s'arrête là quand ils viennent ici à Le Fou, prendre des photos, puis ils repartent. Et voilà. C'est là que tu sens que voilà, ben, on a réalisé un chef-d'œuvre parce que voilà. Là, je dis toujours pour rigoler, puis je dis mais c'est un architecte fidjien. Parce que comme nous on est descendants des. Mais il demande il est où le Fidjien. Je dis ben, s'il est reparti. Il s'appelle Streeter Georges. Et ils ne savent pas que je parle pas. Difficultés, il y a beaucoup. Il faut penser à tout ça pour le lendemain. Pour pas que le chantier soit bloqué. Sans le soutien de sa femme Serra, Georges reconnaît qu'il n'aurait pas pu relever ce défi. À un moment, des fois, je suis découragé de faire parce que les gens, il y a beaucoup de critiques, surtout quand je débarque à l'avion là. Ah voilà, monsieur Rocher, la maison sur le rocher. Ça me fait décourager des fois. Et ma femme elle me dit toujours, mais il ne faut pas s'occuper, continue à faire. Ben voilà, on a réussi. Ben, les premiers qui m'ont critiqué, c'est les premiers qui m'ont serré la main. Il faut pas parler du mal, mais il faut peut-être aussi reconnaître que nous, en tant que Kanak, que Kanak, on peut nous aussi faire des projets comme ça. Des fois, je me mets en bas et je regarde la maison, je me dis... Et comment il a fait comment la maison elle a pu être faite. Mais je suis contente, je suis fière de mon mari. Je suis contente d'être là parce que quand j'arrive, quand je monte dans la maison, je ferme tout, je sais que je suis tranquille à l'intérieur. Une réalisation qui met en équilibre le végétal et le minéral, la tradition et la modernité. Une source d'inspiration pour les nouvelles générations. C'est tôt le matin que les premières noix sont cassées. Steve et sa compagne Noïda préparent de l'huile de coco, un savoir-faire que cet ancien militaire a reçu de son père et qu'il a adapté pour gagner en efficacité. Il faisait ça à la main, à la râpe. Mais il devait faire quoi? Peut-être 5-10 bouteilles, vraiment juste par rendre la fin de mois. Bon, maintenant, on fait avec la machine, donc ça va beaucoup plus vite, ça fait plus de coco. Allez, c'est parti mon kiki. Si l'extraction du précieux liquide est simple, sa préparation est longue et fastidieuse. Pendant plusieurs heures, Steve va râper 175 noix de coco. Et ça, normalement, ça va nous faire à peu près 60. Je pense entre 60 et 80 litres de lait coco. Qui va nous faire 11 litres d'huile de coco. Ce couple de la tribu de Puyu-Atuo vend son huile depuis quelques années déjà, mais leur produit a obtenu depuis peu le label Bio-Pacifica. En Nouvelle-Calédonie, entre 2015 et 2020, le nombre de structures labellisées Bio-Pacifica a augmenté de 20%, preuve que l'agriculture bio gagne du terrain. Le label, c'est un gage de qualité, quoi. Ici, la matière première provient des parcelles contrôlées par l'association Bio-Calédonia. Plus qu'un gage de qualité, c'est une philosophie de vie. Pour l'instant, moi, je suis concentré sur l'huile de coco, mais j'espère à long terme faire en sorte qu'ils zéro déchet. Là, genre, ça, je ramène à Nouméa. La boue de coco, pour l'instant, j'utilise aussi pour faire le feu. Maman utilise dans ses jardins. Donc le but c'est que c'est l'économie circulaire, quoi, et que tout ça soit valorisé, quoi. Donc en fait c'est un état d'esprit et c'est vers ça qu'on veut aller, quoi. Donc, on fait tout pour aller dans ce sens-là. Une fois lâché à râper,
le lait va pouvoir être récupéré. Noïda va passer plusieurs heures à presser à la main. C'est sûr qu'au bout de 70 cocos, madame, le soir, elle a un peu mal aux mains quand même. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle presse tout seul. Hein. Je lui donne un coup de main quand même, hein, quand j'ai fini. Depuis septembre dernier, Steve fait 2 productions par mois. Au pays, l'île d'Ouvéa est la seule à produire à grande échelle, avec sa filière Copra, et commercialiser 100 tonnes d'huile chaque année. Ici, la production reste artisanale et après 12 heures au réfrigérateur, la matière grasse est récupérée puis portée à ébullition. Quelques heures plus tard, Steve obtient enfin les premiers centilitres d'huile. Au total, 11 litres seront mis en bouteille. La patience ici, c'est ça le truc. Tout le temps que tu vois qu'il met pour rendre l'huile et tout ça, donc c'est de la patience. Le flacon de 170 centilitres est vendu à 2000 francs CFP pour être principalement utilisé pour le cosmétique.